Dans le cadre du plan régional santé-sécurité-environnement, l'Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine apporte son soutien pour inciter les personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau à mettre en œuvre des plans de gestion et de sécurité sanitaire de l'eau, les PGSSE. Dans ce cadre, l'Office international de l'eau accompagne ces organismes pour réaliser les PGSSE, notamment à travers des webinaires. Une série de 5 webinaires est proposée, chacun portant sur une des parties de la démarche PGSSE. Les dates et les sujets de ces webinaires sont rappelés à la fin de cette vidéo. Cette vidéo reprend l'intervention de Xavier Goussens, chargé d'études et de formation à l'OIO, le 19 décembre 2019, auprès de plus de 40 personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau. Ce premier webinaire portait sur le cahier des charges type pour mettre en place un PGSSE. Les supports de présentation ainsi que la plaquette d'information sur les dates des autres formations sont disponibles dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous dès maintenant aux formations via le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, donc on va s'intéresser dans un premier temps au cadre de mise en place du PGSSE. Et tout d'abord, les objectifs du PGSSE consistent à optimiser la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en travaillant sur une analyse des dangers, des événements dangereux, et en essayant de définir des mesures de maîtrise des risques qu'on va inscrire dans un plan d'action. Et en fait, l'idée, c'est de garantir en permanence une qualité optimale de l'eau dans le cadre de ces PGSSE. Alors, le point de départ du PGSSE, c'est une directive de l'OMS qui structure la démarche en 11 modules, donc modules qui sont repris ici. Et en fait, ce qui a été fait au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on a essayé de simplifier, tout en gardant le contenu de ces 11 modules, de simplifier la démarche en 6 étapes. Donc les 6 étapes sont représentées dans la roue qui est présentée sur la droite de la diapo. Donc, la première étape consiste à réunir et à structurer une équipe. Ensuite, on va travailler sur un état des lieux et l'identification des dangers et de ce qu'on va voir, les événements dangereux qui peuvent occasionner ces dangers. À la suite de ce travail, dans l'étape 3, on va chercher à évaluer les risques, donc donner une cotation à chaque risque identifié et associé à un danger. Et on va chercher à définir le plan d'action qui va être structuré autour des mesures de maîtrise des risques. La 5e étape consiste à vérifier l'efficacité des actions. Donc, on va avoir un travail de suivi-évaluation à prévoir. Et ensuite, sur la base de ce suivi-évaluation, l'idée, ça va être dans la 6e étape, de réviser de façon continue, dans un processus continu, le PGSSE, et notamment suite à des incidents. Alors, ce qu'on peut voir sur la périphérie de la roue, c'est qu'on a essayé d'indiquer les correspondances par rapport aux modules qui sont ceux de l'OMS, donc de la démarche OMS. Et maintenant, on va s'intéresser à la notion de cahier des charges. Alors, pourquoi un cahier des charges? L'idée, c'est de partir sur une étude et de mobiliser éventuellement un prestataire extérieur. Donc, c'est pas une obligation. La démarche peut être réalisée intégralement en régie. Mais s'il y a mobilisation d'un prestataire extérieur, en fait, dans ce cadre-là, on va chercher à définir le périmètre de son étude et le phasage. Donc, on propose de travailler autour de 3 phases qui sont la première phase. Pour identifier les dangers, on commence par faire un état des lieux de l'ensemble des entités fonctionnelles, donc depuis le captage jusqu'à la distribution du service d'eau. Ensuite, pour chacune de ces entités fonctionnelles, on va faire une identification des dangers, donc dans une phase 2, et une caractérisation des risques. Et dans la phase 3, on va chercher à définir les mesures de maîtrise des risques de façon complémentaire par rapport aux mesures existantes au sein de la personne responsable de la distribution d'eau potable.
dans cette phase 3, on a également ajouté la notion de mise en place et de définition d'outils pour le suivi et évaluation. Mais la mise en œuvre de ces outils et la mise en œuvre de ces mesures de maîtrise des risques dépassent le cadre de l'étude. Donc c'est pour ça qu'on voit que l'étude, en fait, commence donc après la définition de l'équipe, et elle s'arrête avant que l'ensemble de la roue soit complètement réalisé, parce qu'il y a une partie du travail qui doit se faire par la PRPDE en collaboration éventuellement avec son délégataire de service public. Donc la diapo suivante. Alors, pour démarrer son PGSSE, donc la première étape, ça va être pour la PRPDE de prendre une délibération, donc de valider l'opportunité de partir dans cette démarche. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation pour réaliser un PGSSE, mais que, en fait, on est en train de traduire la directive de l'OMS, en directive au niveau de l'Union européenne, et que de façon un petit peu exploratoire, les ARS et l'Agence nationale de santé ont inscrit des actions PGSSE dans leur programme d'action au niveau national et au niveau régional pour la Nouvelle-Aquitaine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a une attente de plus en plus marquée, en fait, des financeurs, notamment des agences de l'eau, pour la mise en œuvre de ces PGSSE, et que c'est un aspect important, en fait, de l'amélioration du niveau de service au sein d'une PRPDE ou d'une autorité organisatrice. Donc, pour démarrer le PGSSE, on va ensuite constituer, à partir du moment où on a décider de l'opportunité, on va constituer un copil, et il y a un certain nombre de choix stratégiques pour démarrer la démarche qui vont devoir être mis en place. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le PGSSE, c'est une démarche de l'autorité organisatrice, de la personne responsable de la distribution d'eau au sein du service, et de fait, elle va entraîner avec elle dans cette démarche l'ensemble des personnes ressources, et notamment, le cas échéant, son délégataire de service public. Mais en fait, c'est bien la maîtrise d'ouvrage est bien du côté de la personne responsable de la distribution d'eau. Donc ensuite, on va avoir un rôle. Donc on peut décider, comme on vient de le dire, de lancer cette étude avec un prestataire externe. Et on a la possibilité de travailler sur une démarche qui va être progressive. Si on a un grand périmètre au niveau de la PRPDE, il y a la possibilité en fait de commencer par un périmètre restreint qui va porter par exemple sur une UDI, mais on va essayer de cibler une UDI complète, c'est-à-dire du captage jusqu'à la distribution, un petit peu pour roder les outils et la démarche avant de généraliser à l'ensemble du périmètre. Donc, en préparation, on va aussi avoir cette notion de calendrier. Il va falloir un petit peu indiquer le calendrier de l'étude et ensuite le calendrier de mise en œuvre pour réaliser l'ensemble des 6 étapes du PGSSE, sachant que à partir de la 6e étape, on s'inscrit dans un cycle d'amélioration continue et que finalement, la démarche ne s'arrête pas après avoir réalisé les 6 étapes, mais on est bien sur une évaluation des performances continues avec la prise en compte de cette évaluation dans la suite du déroulement. Alors, concernant le COPIL, ici on a un exemple de constitution du COPIL avec les représentants, le ou les représentants élus en charge du service, le représentant technique de la PRPDE, un représentant éventuellement de l'exploitant, si le service est géré en DSP, et ensuite on va avoir
des acteurs à une échelle un peu plus grande, départementale ou régionale. Alors, en fonction de leur disponibilité et en fonction de un petit peu de l'avancement des démarches au niveau de l'ensemble du territoire, on va avoir une implication plus ou moins marquée de l'ARS. Mais ce qui est recommandé, c'est que dans le cadre du COPIL, on invite ses partenaires, c'est-à-dire l'ARS, l'agence de l'eau, éventuellement le conseil départemental en fonction des territoires et de l'implication des conseils départementaux dans la démarche PGSSE, et éventuellement d'autres acteurs comme la possibilité d'avoir recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, le cahier des charges qui est proposé, il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de cadrer l'étude, en essayant de préciser une méthodologie de référence qui puisse être appliquée de façon à se retrouver avec une certaine homogénéité au niveau du territoire Nouvelle-Aquitaine et par rapport aux recommandations de l'OMS. Alors l'idée, c'est de préciser dans un premier temps l'avancement au point de départ, c'est-à-dire où on en est en termes de documents disponibles, de documents de gestion patrimoniale et d'écrire un petit peu les liens qui vont exister entre cette étude du PGSSE et d'autres études qui pourraient être en cours, comme des schémas directeurs, des études de transfert de compétences et de préparation au transfert de compétences, et avec l'objectif de valoriser au maximum les documents qui sont disponibles. Alors, un autre enjeu de ce cahier des charges, donc, c'est de décrire le phasage de l'étude et les résultats et livrables qui sont attendus. Donc, on reviendra un petit peu dessus pour chacune des phases du cahier des charges. On va préciser les éléments de dimensionnement, notamment le périmètre, alors de la PRPDE, mais aussi le périmètre spécifique de l'étude dans le cas où on déciderait au niveau de la PRPDE d'avoir une approche progressive. Et donc l'enjeu aussi de ce CCTP, c'est de laisser une certaine liberté méthodologique à d'éventuels prestataires pour pouvoir les sélectionner dans le cadre d'un marché public. Alors, le cahier des charges, donc qui reprend une présentation de l'étude, il permet de préciser les objectifs et le périmètre de l'étude. Donc, on va revenir un petit peu là-dessus en suivant. Et il décrit chacune des trois phases qui sont recommandées dans la méthodologie, c'est-à-dire l'état des lieux, l'étude des dangers, la caractérisation des risques, l'élaboration du PGSSE, donc avec cette description des mesures de maîtrise des risques et du suivi à mettre en place en termes de suivi de réalisation et de l'efficacité. Et ensuite, donc il y a une précision qui est faite par rapport au cadrage de l'étude. Alors, à ce stade, il est peut-être important de faire une petite remarque sur l'évolution du cahier des charges. On a une première version qui est publiée sur le site de l'ARS depuis l'année 2019. Donc cette première version est en cours de révision pour une révision qui devrait avoir lieu en tout début d'année 2020. Et dans cette première version, vous allez trouver un contenu du CCTP en 4 phases. Aujourd'hui, il y a une discussion et la quatrième phase, en fait, elle concerne ce qu'on a indiqué ici en élaboration et suivi de l'efficacité du PGSSE. Donc, il y a une quatrième phase qui est suivie de l'efficacité du PGSSE, qui est fusionnée aujourd'hui dans la proposition de révision dans la troisième phase au niveau du plan de l'élaboration du plan de gestion de sécurité sanitaire.
Alors, pour présenter le contexte de la PRPDE, il y a une première partie dans le cahier des charges qui est un peu générique avec le contexte réglementaire où on va retrouver une référence à l'OMS, une référence aux directives en cours au niveau européen et en cours de révision, et la référence également aux actions au niveau national et au niveau régional dans les plans nationaux santé-environnement et plans régionaux santé-environnement. Alors, ensuite, il y a une description. Alors ça, c'est une étape relativement importante qui est en amont de l'étude. Une description complète de la PRPDE à faire figurer dans le cahier des charges. Donc ça, c'est un travail d'adaptation du cahier des charges pour qu'il soit spécifique à la PRPDE. Et dans cette description, on va retrouver des éléments descriptifs donc de la PRPDE avec la situation au regard de la loi NOTRe. Est-ce que le transfert de compétences a été réalisé? Quelles sont les personnes, les autorités organisatrices responsables sur quelle est l'autorité organisatrice responsable sur le périmètre étudié? Des cartes du périmètre, une indication sur les populations desservies en nombre d'abonnés, des précisions sur les modes de gestion, le ou les modes de gestion. Alors, pour faire suite au transfert de compétences, on peut se retrouver au sein d'une PRPDE avec plusieurs modes de gestion qui cohabitent. Une partie des UDI peut être gérée en délégation de service public, une autre partie du service peut être gérée par une régie, par exemple. Et dans ce cas-là, au niveau du cahier des charges, il faudra vraiment préciser quels sont les périmètres spécifiques à chacun de ces modes de gestion. On va avoir une description des unités de distribution, donc qui sont un petit peu l'unité la plus petite qu'on peut retrouver au sein d'une PRPDE et qui est un ensemble, on va dire, cohérent, qui va du captage jusqu'à la distribution. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est de décrire ces modes de gestion et les ouvrages, la distribution des ouvrages au niveau de chaque UDI. Donc ensuite, on a un dénombrement, un inventaire des ouvrages et toute cette partie de description complète de la PRPDE va permettre aux éventuels candidats pour réaliser l'étude de chiffrer leur démarche et de préciser un petit peu leur méthodologie en fonction de la taille et des enjeux qui peuvent transparaître au travers de cette description de la PRPDE. Alors, ce qui est important également, c'est de préciser ce qu'on connaît déjà dans ce cahier des charges et l'avancement des études en cours. Donc, on va décrire les documents de gestion patrimoniale disponibles, les schémas directeurs, les inventaires des ouvrages, les schémas de distribution comme le recommande la réglementation. Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils sont au bon niveau de précision? La disponibilité de systèmes d'information géographique ou de GMAO. On va essayer également d'identifier les études en cours et éventuellement de préciser les calendriers de réalisation des études de façon à indiquer un éventuel lien entre ces études et la réalisation du PGSSE, notamment s'il y a des attentes de résultats et des articulations à inscrire au calendrier. On va essayer également de décrire les outils et les procédures de gestion de sécurité sanitaire existants, de façon à ce que dans sa proposition, le prestataire puisse s'inscrire dans la continuité de ces études et de cet existant. Donc, on arrive en fait à la fin de cette première session. Donc là, maintenant, on va avoir
un jeu d'échange comme le proposait Natacha. Et dans un premier temps, on va avoir quelques questions qui vous sont adressées et la possibilité de saisir des questions par thème. Je reprends le micro juste pour vous dire donc, vous pouvez poser vos questions, on les a mis par thème pour que ce soit plus simple. Et puis, comme ça, je vous donnerai le petit QCM après pour que Xavier ait le temps de choisir quelques questions auxquelles il répondra. Donc là, on vous laisse 5 minutes à peu près pour écrire les questions que vous avez sur ces sujets-là. Et puis ensuite, dans 5 minutes, on passera au QCM. Donc, Tu peux lui demander qu'est-ce qui marche pas. je vais lire pour tout le monde les questions qui sont posées. Si le volume n'est pas plus important, on peut les traiter en direct. Hein. Donc, la position de la Nouvelle-Aquitaine, de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, pardon, par rapport à ce que le délégataire soit maître d'œuvre du PGSSE à la demande du maître d'ouvrage. Donc, par rapport à cette question, pour le moment, on va différer la réponse et je pense que l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui a pris bonne note de cette question, reviendra vers vous un petit peu plus tard. On a une deuxième question. Quelle serait l'échéance de cette démarche au niveau national? Alors, pour le moment, il n'y a pas de date limite de réalisation de PGSSE au niveau national et on est bien sur une démarche sur la base du volontariat des PRPDE. Donc, la réponse c'est pas de date limite. En revanche, il y a un calendrier d'élaboration de la directive et je pense que ce qui sera traduite en suivant dans le droit français, mais actuellement la date de finalisation de la directive est pas connue. Alors, comment ce CCTP se positionne-t-il par rapport aux travaux du groupe AST sur les PGSSE? Alors, aujourd'hui, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et au niveau de l'Office international de l'eau, on participe aux travaux de l'AST. Ce premier cahier des charges, il a été fait, on va dire, en amont des travaux de l'AST. Et il existe depuis une année déjà. Et ce qu'on peut dire, c'est que les travaux de l'AST, il y a un an, ils commençaient à rentrer un petit peu dans le contenu de la démarche. Mais aujourd'hui, il y a un guide qui est quasiment terminé et qui devrait être publié dans le premier trimestre 2020. Donc, il y aura sûrement un travail d'harmonisation à faire par rapport à ces travaux-là. Donc, alors le département des Deux-Sèvres a lancé une démarche en 2012. Faudra-t-il refaire cette démarche? A priori, je dirais non, sachant que il y avait des éléments d'inventaire des dangers et qui étaient très complets dans le cadre de la démarche du département des Deux-Sèvres avec un outil qui a été mis en place qui était l'outil Sésame. Aujourd'hui, je pense que cet outil est utilisé au niveau des Deux-Sèvres et que c'est l'outil qui fait référence pour le département. Maintenant, la démarche qui est proposée ici, elle présente quelques petites différences avec l'étude et le projet qui a été mis en place au niveau des Deux-Sèvres. Voilà. Donc, je passe. Alors, la mise en œuvre du PGSSE va-t-elle conditionner le financement des études et travaux réalisés dans le cadre de la gestion de l'eau? Alors, ça dépend des agences de l'eau. Et aujourd'hui, on va dire qu'au niveau de l'agence de l'eau Adour-Garonne,
il y a une attente qui est de plus en plus forte et que, en effet, l'inscription des autorités organisatrices dans une démarche devient un critère pour accéder aux aides de l'agence de l'eau. En fait, je vois conversation. Je peux pas bouger le truc parce que tu as mis la conversation par-dessus. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, concernant la révision de la directive européenne, donc elle a pris un peu de retard suite aux élections européennes de 2019, mais en fait, elle devrait paraître en 2020. Voilà, c'est une petite information qui nous est donnée par l'ARS. Oui, donc, donc après, il reste une question, je réponds aussi. Ah ben, j'ai mon micro d'activer. Suite à, alors, question suivante, les petites régies seront-elles soumises ou fortement sollicitées à cette demande d'élaboration de plans de gestion? Donc, pour le moment, elles ne sont pas soumises, hein, il y a pas, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas d'obligation, mais en effet, elles sont plutôt sollicitées pour s'inscrire dans la démarche, sachant qu'au niveau de ces petites régies et personnes responsables de la distribution d'eau, il y a un enjeu qui peut être assez fort au niveau du territoire. Un enjeu de sécurité sanitaire. Et donc, je lis la dernière question qu'on retrouve. Suite à votre réponse, cela veut-il dire qu'il pourrait y avoir une nouvelle version du CCTP suite à l'apparition des travaux du groupe AST? Alors, en effet, il est possible qu'on se retrouve avec une deuxième version qui sera publiée avant la publication des travaux du groupe AST, puisqu'on est on est dans une procédure de révision là, qui devrait conduire à un nouveau cahier des charges en tout début d'année. Et la révision qui fera suite aux travaux du groupe AST, elle pourrait intervenir plutôt dans le deuxième semestre 2020. Bien, donc on va prendre quelques petites minutes pour répondre aux questions. C'est simple, hein, mais c'est l'idée, c'est de relancer un peu la discussion et de voir s'il y a des points sur lesquels il faut insister un petit peu. Voilà, donc je vous laisse voter. Donc sur la première question, on en a parlé, hein, c'est assez évident. L'idée, c'est bien de partir sur un comité de pilotage suffisamment large pour pouvoir intégrer à la démarche les personnes et les structures qui sont impliquées. Pour la deuxième question, combien y a-t-il d'étapes pour faire un PGSSE? Donc c'est une question qui était un petit peu piège. En Nouvelle-Aquitaine, on est bien sur 6 étapes. 6 étapes qui correspondent en fait aux étapes simplifiées qui reprennent le contenu des 11 modules recommandés par l'OMS. Quant au chiffre 3, donc il n'y a pas de réponse sur le chiffre 3, ça correspond au nombre de phases qu'on a inscrites dans le cahier des charges. Alors, l'intrus parmi les phases de l'étude PGSSE ou parmi le contenu de l'étude PGSSE, là on a des réponses qui sont entre vérifier l'efficacité des actions et identifier les outils de gestion de sécurité sanitaire existants. Donc, en fait, la partie vérification des actions, on va essayer de constituer les outils de vérification des actions. C'est bien celui-là l'intrus, hein, c'est vérification des actions. On va essayer de constituer les outils qui permettent de vérifier l'efficacité des actions, mais par contre, la vérification, elle fait pas partie de l'étude.
parce que elle s'inscrit dans un temps plus long et que après avoir constitué ces outils, ces indicateurs qui permettent de vérifier l'efficacité, elle se fait plutôt par la PRPDE sur la base des outils qui auront été proposés dans l'étude. Alors, en revanche, l'identification des outils de gestion de sécurité sanitaire existants, ça c'est bien un travail qui doit être fait pendant l'étude, notamment dans la partie état des lieux, et également, on va le voir, alors c'était peut-être un peu tôt d'inscrire ça, mais on va le voir dans la phase 2 ou la phase 3 de préparation, d'évaluation des risques et de mise en place des outils. Et bien, en fait, on travaille sur les mesures de sécurité sanitaire existantes, on les identifie pour réduire le risque par rapport à un risque initial sans mesure, mais on tient bien compte de l'existant pour proposer de nouvelles mesures de maîtrise des risques de sécurité sanitaire. Donc, je vous propose maintenant de basculer sur la deuxième session. Je me permets de reprendre la parole 2 minutes pour vous rappeler que une plaquette d'acculturation sur le PGSSE a été réalisée en 2019 et qu'elle est disponible, qui reprend un peu simplement tous ces concepts et qui est disponible sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc vous tapez même dans Google PGSSE Nouvelle-Aquitaine et puis vous atterrirez sur la page dédiée au PGSSE avec la plaquette. Et puis en même temps bientôt aussi une vidéo qui est en cours de diffusion aussi qui rappelle en 3 minutes ce qu'est un PGSSE. Bien, je laisse de nouveau la parole à Xavier. Donc dans cette première phase d'état des lieux, donc on va chercher à décrire dans un premier temps, donc c'est un travail à réaliser par le prestataire, de décrire l'organisation et les moyens opérationnels qui sont mis en œuvre par le service pour chaque unité de distribution. Donc c'est à cette échelle de l'unité de distribution qui est la plus petite échelle, on va chercher à préciser les modes de gestion, donc de façon complémentaire par rapport à la description qui a été faite en amont de l'étude pour préciser le périmètre de l'étude. Donc, on va travailler sur les missions et les activités qui sont assurées par le service. Donc, on va essayer de décrire chaque mission et chaque activité assurée par le service. Donc, les missions sont la gestion patrimoniale, les grandes missions du service, la gestion patrimoniale avec la stratégie d'investissement. On va avoir une grande mission autour de l'exploitation du service et une autre mission autour de l'administration du service et la gestion des abonnés. Au sein de ces missions, on va avoir une déclinaison en termes d'activités un petit peu plus précise pour chacune de ces missions. Et on va chercher les responsabilités donc pour réaliser ces missions et ces activités. Dans un premier temps, par type de responsable. Donc, est-ce qu'on est sur une mission et des activités qui sont réalisées en régie? Ou est-ce que ces missions et activités sont réalisées par la délégation de service public ou par un prestataire de service? C'est les trois options qu'on peut avoir. Et ensuite, on va essayer de définir les responsabilités de façon un petit peu plus précise avec les personnes qui sont effectivement responsables de chacune de ces missions, en essayant d'avoir un focus pour chacune des activités et de définir si l'activité a un lien fort avec la sécurité sanitaire de l'eau. Ensuite, dans la description un petit peu des moyens disponibles, on va revenir sur les outils qui sont disponibles, les documents et les outils, au niveau de l'exploitation, de la gestion patrimoniale, de la gestion des risques. Donc là, on fait un petit peu l'inventaire de l'existant, mais là, on est bien UDI par UDI, c'est-à-dire qu'on peut avoir des hétérogénéités dans les documents qui sont disponibles. On peut avoir des hétérogénéités
entre UDI au sein d'une même PRPDE. Notamment, pour faire suite aux démarches de transfert, il y a pas mal aujourd'hui d'autorités organisatrices qui se trouvent au lendemain d'une démarche de transfert, et l'harmonisation des outils disponibles, l'harmonisation des documents disponibles, elle n'est pas encore réalisée pour ces autorités organisatrices. Et donc, on va essayer de préciser tous ces éléments à cette échelle la plus petite qu'on peut retrouver au niveau de l'autorité organisatrice. Pour la description du patrimoine, on va travailler toujours à l'échelle des unités de distribution, et on va essayer de décrire de façon structurée ce qu'on a appelé les entités fonctionnelles. Alors, dans le cahier des charges, dans sa version actuelle qui va être révisée, vous trouverez le terme unité fonctionnelle. Alors, il y avait une petite confusion pour ceux qui le connaissent, avec le guide de l'ONEMA sur la gestion patrimoniale qui parlait d'unité fonctionnelle. C'est pour ça qu'on a retiré le terme d'unité fonctionnelle, puisqu'il était réservé dans le guide de l'ONEMA à certains aspects. C'était de l'approvisionnement en eau potable. Alors que là, c'est le mot entité fonctionnelle, ou le terme entité fonctionnelle, il est réservé, c'est un terme générique pour l'ensemble des ouvrages qu'on va trouver depuis le captage jusqu'à la distribution. Alors, on va faire une description détaillée de ces entités fonctionnelles dans le cadre de cette étude. Prélèvement, traitement, réservoir, réseau, etc., en essayant de les référencer et d'en préciser le fonctionnement et l'état, et d'avoir aussi une description de tous les aspects qui peuvent avoir un impact sur la sécurité sanitaire de ces différents ouvrages. Alors, on va notamment préciser l'existant pour chacune de ces entités fonctionnelles, l'existant en termes de moyens de télégestion, en termes de procédures de suivi des incidents, en termes de suivi de la qualité de l'eau. Donc, et on est bien obligé de descendre au niveau de chacun des ouvrages, puisque, comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir un niveau de service et un niveau d'avancement des documents disponibles et des outils disponibles qui peut être différent d'un ouvrage à l'autre, même s'il s'agit de 2 réservoirs, par exemple, qu'on pourrait avoir au sein d'une PRPDE. On va aussi préciser des informations sur la disponibilité et le niveau de sécurisation des dispositifs anti-intrusion sur ces ouvrages. Alors, à l'issue de cette première phase, le cahier des charges précise des exigences en termes de résultats de l'étude, en termes de livrables. Alors, ce qui est attendu à minima, c'est des notices descriptives du service, de l'organisation et des moyens qui sont mis en œuvre au niveau du service, et du patrimoine. Ensuite, on va avoir une description sous format cartographique. Alors là, on s'inscrit bien dans le prolongement de l'existant, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait en amont doit être valorisé au maximum, de façon à ne pas refaire des études, à ne pas refaire, lorsque les informations sont disponibles, des diagnostics, des visites de terrain et des entretiens. Et on va bien être sur une valorisation de l'existant. Donc, pour ce qui est du plan cartographique, s'il existe un SIG, on va réutiliser ce SIG et on va essayer de représenter l'ensemble des entités fonctionnelles, donc tous les ouvrages de captage, de traitement, de stockage et les réseaux de distribution sur une carte, de façon à en avoir une vision d'ensemble assez géographique. Ensuite, on va avoir la liste et la description de toutes les entités fonctionnelles, donc avec un recueil de fiches. Donc, chaque entité fonctionnelle sera décrite dans une fiche
pareil, hein, s'il existe déjà un travail qui a été fait, par exemple, dans le cadre d'une étude de transfert de compétences, ben, on va valoriser ces fiches et on essaiera éventuellement de les compléter si besoin par une lecture spécifique à la sécurité sanitaire. Et un tableau donc provisoire. À l'issue de cette première phase d'état des lieux, on va avoir déjà une première idée de quelques éléments critiques qui ont été identifiés. Et donc, on va essayer de les repérer dans un tableau. Et ces éléments critiques pourront être repris dans l'étude de danger comme des dangers à regarder avec une attention particulière. Ensuite, on va faire une note, enfin on va attendre dans le cadre de l'étude une note sur l'intégration de la sécurité sanitaire dans l'organisation du service. Il y aura une première approche des éléments existants au niveau de la sécurité sanitaire du service. Et cet ensemble de données, de recueil d'existants, va nous permettre d'avoir le matériau de base pour faire l'analyse des dangers et des événements dangereux, donc qui est l'objet de la deuxième phase du cahier des charges. Alors, là, on est au cœur de l'élaboration du PGSSE et on arrive sur l'identification, la liste des dangers et des événements dangereux. Alors, dans le PGSSE, et quand on parle d'eau potable, les dangers, ce sont les agents contaminants, tous les agents contaminants qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la santé des usagers. Et les événements dangereux, ce sont les causes, c'est-à-dire les dysfonctionnements qui sont susceptibles d'introduire un danger dans une des étapes de production ou de distribution de l'eau potable. Alors, pour réaliser cet inventaire des dangers et des événements dangereux, on va reprendre la liste de l'ensemble des entités fonctionnelles et on va essayer, dans le cadre d'une concertation, d'un atelier de travail avec les personnes et les équipes en charge de la gestion de l'eau, de vérifier et de constituer cette liste de dangers au niveau du service. Et on va essayer de coller le plus possible à la réalité du service et à la réalité des outils qui sont déjà disponibles pour ne pas créer ou lister de dangers qui ne seraient pas opportuns ou qui ne seraient pas liés à cette réalité du service. L'identification des dangers se fait bien entité fonctionnelle par entité fonctionnelle on descend à ce niveau de détail. Alors, quelques exemples. Alors, ici, il y a une relative proximité entre la notion de danger et d'événement dangereux. Donc, ici, sur les illustrations, on voit des listes d'événements dangereux, donc des événements climatiques qui conduisent à une turbidité un peu hors norme dans un cours d'eau, par exemple, qui servirait de ressource, et un dysfonctionnement qui occasionne un dysfonctionnement des unités de traitement. Donc l'événement dangereux, c'est l'événement climatique, et le danger, c'est un renforcement de la turbidité de l'eau brute et éventuellement de l'eau traitée. Ensuite, on a la malveillance, donc un acte qui conduit à introduire un danger un agent pathogène par exemple dans le réseau de distribution, et puis les ruptures de canalisation qui peuvent aussi conduire à une dégradation de la qualité de l'eau. Sur la base de cette évaluation des dangers et des événements dangereux, il y a une deuxième étape qui consiste à évaluer les risques. Donc le risque, c'est une combinaison de la gravité d'un danger et de sa probabilité. Donc on va définir, alors là il y a une proposition qui est faite, c'est de faire une gradation de la gravité qui va de
1 à 5 pour rester dans le cadre un petit peu proposé par l'OMS, mais le bureau d'études peut avoir une proposition méthodologique autre, à condition de discuter un petit peu autour de ces aspects-là. Donc, au niveau gravité, on peut aller de 1 à 5, donc insignifiant à catastrophique pour la santé. Et puis, on va croiser ce niveau d'incidence avec une fréquence ou une probabilité d'occurrence de chaque danger, avec une échelle également de 1 à 5. Alors, ça conduit en fait ces deux aspects. Une fois qu'ils sont produits, on va faire le produit de la gravité par la fréquence, ce qui nous donne une cotation du risque. Alors après, il y a des approches un petit peu plus fines qui pourraient conduire à ne pas avoir une gradation de la gravité, par exemple, qui serait linéaire. C'est-à-dire, on peut chercher à donner un peu plus d'importance à un événement qui est très grave mais rare, de façon à pas se retrouver avec une note du risque à 5 pour un événement qui arriverait tous les 5 ans, mais qui serait d'incidence catastrophique. Donc ça, c'est une discussion à avoir pour adapter un petit peu la matrice de caractérisation et de cotation des risques. Un autre aspect qui n'est pas mentionné ici, c'est la détectabilité en fait du danger pour certains dangers, on a difficulté qui peut être liée aux outils de suivi de la qualité de l'eau, par exemple, à identifier un danger et du coup à avoir un retour d'expérience sur sa fréquence. Donc, à tenir compte et éventuellement à faire figurer sous forme de commentaires dans le tableau d'identification des dangers et de caractérisation des risques. Alors, ici, on a un exemple pour un événement dangereux qui serait des déjections animales à proximité d'une zone de captage. Donc, l'événement, c'est bien la contamination par des déjections à proximité de cette zone de captage. Le type de danger, c'est une contamination par des micro-organismes, donc microbiens. Ici, on a une probabilité de 3, une gravité de 5, donc on arrive à une gravité très forte, c'est-à-dire qu'avec un risque sanitaire important, et la cotation du risque se retrouve à 15. Cette cotation du risque, elle va nous permettre ensuite de prioriser un petit peu nos démarches et de prioriser les mesures de maîtrise des risques. Pour la phase 2, les livrables attendus sont une analyse des dangers, une analyse et une cotation des risques, et des documents de synthèse avec représentation graphique et pédagogique pour commencer à communiquer au sein des équipes et avec les élus qui sont en charge de suivi du projet. Donc, on est sur le même exercice avec deux thèmes qui concernent le contenu de l'état des lieux et des questions qui peuvent être liées au risque, au danger, à la fréquence et à la gravité. Donc tout ce qui est évaluation des risques et le vocabulaire qui est lié au danger, aux événements dangereux et à l'évaluation des risques. Je vous laisse saisir vos questions et si elles sont pas trop nombreuses, on va essayer de répondre en direct comme on l'a fait. On est sur le même exercice avec deux thèmes qui concernent le contenu de l'état des lieux et des questions qui peuvent être liées au risque, au danger, à la fréquence et à la gravité. Donc tout ce qui est évaluation des risques et le vocabulaire qui est lié au danger, aux événements dangereux et à l'évaluation des risques. Je vous laisse
saisir vos questions. Et si elles sont pas trop nombreuses, on va essayer de répondre en direct, comme on l'a fait. Donc, je relis la question. La première question sur le contenu de l'état des lieux. Donc, le travail sur l'état des lieux peut-il se substituer à une étude patrimoniale? Et dans le cadre d'une PRPDE, où on aurait peu d'informations, où on manquerait de connaissances. Donc, dans le cadre de cette PRPDE-là, on va dire qu'on a peu d'outils, on est sur peut-être une PRPDE où on ne dispose pas de schéma de distribution, même si c'est obligatoire, et pas de schéma directeur. Alors, l'idée, ce serait de faire une étude patrimoniale, mais qui va avoir une vocation multiple. Donc, de préparer un programme d'investissement et également de servir pour préparer le PGSSE. Alors, peut-être que dans ce cas-là, il faut prévoir un allotissement et vraiment un lot spécifique à l'étude patrimoniale et en mettant dans ce lot une interface, enfin des besoins spécifiques à la partie PGSSE. Sinon, on va se retrouver avec une partie étude patrimoniale qui risque d'être très coûteuse dans le cadre du PGSSE et un peu surdimensionnée. Alors, par rapport au livrable, donc je pensais avoir répondu, mais mon micro était arrêté visiblement. Non. Alors, pour la deuxième question sur les livrables, analyse de danger, cotation du risque et document un petit peu pédagogique. Donc, l'idée, c'est de partir sur un document qui permet d'identifier les risques et de préparer un petit peu le copil à la compréhension de ces risques dans une perspective d'investissement ou de renforcement de l'organisation. Donc, c'est un document de présentation pédagogique des risques qui ont été identifiés dans le cadre de la phase 2. Alors, du côté danger, risque, fréquence et gravité, donc dans le thème de droite, on a quatre questions pour le moment. Une analyse criticité défaillance des équipements doit-elle être intégrée au PGSSE? Alors, en effet, la criticité fait partie des éléments de l'analyse des risques et elle peut être intégrée en complément avec aux notions de gravité et en fait en complément à la gravité et à la fréquence et aussi en complément à la notion de détectabilité des risques. Après, la difficulté qu'on va avoir quand on traite de la criticité en plus des aspects de gravité et de fréquence, c'est on va se retrouver sur des matrices qui deviennent un petit peu plus complexes. Donc là, ce qu'on pourrait recommander, c'est d'avoir la matrice initiale gravité-fréquence avec des commentaires sur la criticité, des commentaires qui viennent augmenter un petit peu l'argumentaire pour prendre en compte les risques. Alors, concernant l'analyse des dangers, faut-il prendre en compte un arrêt total de production comme un événement dangereux? A priori, oui. Alors, pour élargir un petit peu la question, une défaillance au niveau de la ressource, alors pas une défaillance, mais
une période d'étiage un peu sévère dans laquelle on se retrouverait avec un déficit au niveau de la ressource et un déséquilibre besoin-ressources, font partie des événements dangereux qui doivent être analysés. Donc oui, en fait, un arrêt total de la production, ça fait partie des événements dangereux qui peuvent être analysés. Alors, l'analyse et l'évaluation d'un risque et d'un danger peut être propre à chacun. Existe-t-il des tables de référence qui harmonisent ces cotations d'une UGE à l'autre? Alors, aujourd'hui, à part les recommandations de l'OMS, mais comme on l'a vu, elles peuvent être adaptées en fonction des unités de gestion. Il n'existe pas d'harmonisation des cotations. Il n'existe pas d'harmonisation des cotations au niveau national. On est vraiment dans une démarche où on essaie de co-construire la démarche. Et Natacha vous a parlé en début de présentation d'un suivi qui est fait au niveau des copiles des différentes études PGSSE. Donc, l'Office de l'eau suit un copile par département, enfin une démarche par département et l'ensemble des copiles au niveau de ces démarches, de façon à faire un petit peu un retour d'expérience. Alors, je ne sais pas si c'est si aller vers une harmonisation des cotations, c'est un objectif aujourd'hui, parce qu'on va avoir une telle différence au niveau des unités de gestion et des différentes PRPDE dans leurs enjeux et dans leur structuration, que l'harmonisation, c'est peut-être pas dans un premier temps souhaitable tant qu'on n'a pas un retour d'expérience important sur les différentes démarches. Alors, est-ce qu'un plan de gestion de crise peut faire partie du plan d'action? Alors, il y a une articulation avec le plan de gestion de crise qui est à prévoir, on va le voir dans la phase 3 du PGSSE. Mais l'élaboration du PGSSE n'a pas vocation à créer le plan de gestion de crise. C'est des outils spécifiques et l'idée c'est plutôt de voir dans quelle mesure le PGSSE peut envoyer des informations pour préciser les périodes d'alerte et éventuellement communiquer sur les outils existants et renforcer la connaissance des outils existants dans ce cadre-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est passer sur le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure et on vous laisse la main pendant deux minutes sur cet aspect-là. Et ensuite, je commenterai les résultats. Donc, j'ai le micro qui se désactive. Donc, je reprends pour le deuxième, si c'est bon pour le commentaire sur la première question. Donc, sélectionner des événements dangereux. On est bien sûr donc les deux premiers, l'absence de procédure et l'absence de documents, ne sont pas des événements dangereux en soi. Ce sont des absences d'outils de maîtrise des risques, mais ils ne constituent pas un danger en soi. Ils constituent plutôt un facteur de vulnérabilité du service, alors que la rupture de canalisation, l'acte de malveillance, l'épandage de pesticides à proximité d'un captage, ces trois-là sont bien des événements dangereux. Alors, par rapport à la première question, donc a priori, mon micro s'était désactivé sur la première question, donc je reviens. Donc,
on est bien sur une valorisation des documents disponibles et on ne refait pas les études à moins qu'il n'y ait l'existence soit on n'ait absolument aucun existant et dans ce cas-là, en termes d'études patrimoniales notamment, et à ce moment-là, il faudra faire les études patrimoniales, mais s'il y a de l'information disponible, si on a des documents, si on a des outils, on va bien sur une valorisation au maximum de l'existant. Et donc la troisième question, c'était un peu une question piège. L'évaluation des risques tient compte. Donc en effet, elle tient compte de la gravité des événements dangereux et de la fréquence des événements dangereux, mais elle va tenir compte également d'un danger sans gravité. C'est-à-dire que la probabilité d'un danger sans gravité, c'est sa fréquence. Et même si un danger est identifié comme sans gravité, comme on fait l'analyse des risques et qu'il va falloir caractériser chaque danger en termes de risque, eh ben, si un danger est identifié comme sans gravité, on va quand même chercher à définir sa probabilité et ça conduira à un risque faible, mais on va jusqu'au bout de l'évaluation et ce risque faible, on va lui donner un niveau de priorité relativement faible par rapport à la mise en place des mesures, comme on va le voir dans la partie suivante. Donc, je vous propose qu'on aille sur la troisième session. Donc, on finit la deuxième phase de l'étude avec un ensemble de dangers qui sont affectés chacun à des entités fonctionnelles. Et pour ces dangers, on a fait une analyse du niveau de risque. Éventuellement, on aura commenté ce niveau de risque avec des notions telles que la détectabilité du danger ou la criticité, comme on l'a vu dans les questions tout à l'heure. Et maintenant, on va chercher à définir dans un premier temps qu'est-ce qui a été mis en place pour atténuer ces risques, pour maîtriser ces risques. Donc, on va faire l'identification, donc le prestataire va faire l'identification et l'analyse des mesures existantes. Donc, pour chaque danger et chaque événement dangereux, il va chercher à déterminer quelles sont les procédures en place, les outils de protection, les outils de mesure qui permettent de maîtriser ces risques. Donc, d'abord sur l'existant et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle évaluation du risque en termes de gravité, de fréquence, qui tient compte des mesures existantes. Donc, on va regarder en quoi les mesures existantes réduisent la fréquence d'apparition des risques et en quoi, ou leur probabilité, et en quoi ils réduisent leur gravité. Et donc, à l'issue de cette première étape de la troisième phase, on va avoir une nouvelle évaluation du risque, une évaluation du risque résiduel, et on va pouvoir, sur cette base, travailler sur la proposition de mesures complémentaires dans le cas où le risque résiduel reste élevé et qu'on le juge inacceptable. On va travailler sur des mesures complémentaires. Donc là, ici, on a un exemple d'une série de mesures. Donc sur des captages, on peut renforcer la communication et la pédagogie à l'attention des acteurs qui se situent à proximité des captages. On peut travailler sur l'éloignement du cheptel par rapport au captage, donc de renforcer encore la protection de ce captage. On peut travailler au niveau de distribution sur la fréquence d'inspection des réservoirs, sur la sécurité des bouches à incendie, donc il y a un ensemble d'exemples et la liste évidemment n'est pas exhaustive, sur les clapets anti-retour, sur la mise en place de canalisations de secours ou d'approvisionnement ou
ou de boucle de distribution. Au niveau unité de traitement, la mise en place d'alarmes portant sur la qualité de l'eau avec des limites des limites de concentration, la protection des locaux avec des dispositifs anti-intrusion ou la mise en place de surveillance continue, qu'il s'agisse de la partie anti-intrusion ou qu'il s'agisse du suivi de qualité de l'eau. Donc ici, ce sont qu'une série d'exemples et l'idée, c'est bien de regarder au niveau de chaque entité fonctionnelle en tenant compte des dangers qui sont spécifiques à cette entité fonctionnelle, de l'évaluation du risque avant et après les mesures existantes et des mesures qu'on peut proposer pour renforcer la sécurité tenant compte des dispositifs existants. Alors, donc là, on vient d'en parler, hein, on propose ces mesures qui permettent d'atteindre un niveau de risque cible et donc on va faire une nouvelle évaluation. Donc on va décrire les mesures et on va faire une nouvelle évaluation du risque prévisionnel après mise en place de la mesure, de façon à pouvoir un peu qualifier l'impact prévu de la mesure sur le risque et ensuite éventuellement aller sur la partie programme d'action de façon à prioriser la mise en œuvre des mesures par rapport à leur impact prévisionnel et par rapport à leur coût. Donc, pour inscrire les mesures de maîtrise des risques dans un programme d'action, on va chercher à définir les moyens qui sont nécessaires en termes de mise en place d'outils, d'organisation, de personnes responsables, et on va chercher à décrire l'impact de la mise en place de ces mesures sur les coûts de fonctionnement du service et sur les investissements à réaliser. Ensuite, par une analyse où on va comparer l'impact sur le risque de la mesure et le coût occasionné, on va prioriser les différentes mesures qui ont été identifiées et ainsi définir un programme d'action qui va être inscrit dans le temps avec un calendrier court terme, moyen terme et long terme. Ensuite, de façon globale, donc ici, tout ce qui a été fait sur la troisième phase jusqu'ici concerne, on va travailler danger et événements dangereux par événements dangereux. Quand on passe au niveau du programme, on va classer les événements dangereux entre eux en essayant de définir une priorisation et un calendrier d'action pour commencer par les risques les plus élevés, bien sûr, et pour aller vers les risques de plus en plus faibles. Donc là, on classe les risques entre eux. Et ensuite, on a un programme de renforcement des capacités du service qui va concerner l'ensemble du service et qui ne s'applique pas mesure par mesure, mais bien sur l'ensemble du service. Et là, on travaille sur un programme de formation qui peut s'adresser aux élus et aux agents qui interviennent sur le service. Et le renforcement et la description de mesures et de procédures complémentaires de gestion et leurs étapes de mise en place. Donc, à ce stade, on a un programme de maîtrise des risques qui est défini, mais il n'est pas mis en œuvre. Le bureau d'études, lui, il a pour objectif de décrire l'ensemble des mesures qu'il faudra mettre en œuvre, de travailler en concertation avec la maîtrise d'ouvrage et avec l'éventuel exploitant pour prioriser et définir ce programme d'action. Mais à ce stade, le programme est prêt à être mis en œuvre, mais il n'est pas mis en œuvre. Donc la partie suivante, alors si on fait un peu le bilan depuis la phase 1 jusqu'à la phase 3 de l'étude, on va retrouver l'ensemble des étapes, des sous-étapes. Donc
peut détailler un petit peu. Hein. Dans la partie état des lieux, on a l'identification des entités fonctionnelles et leur liste précise avec une fiche par entité fonctionnelle. Ensuite, en phase 2, on travaille sur les dangers qui sont spécifiques à chaque entité fonctionnelle, sachant qu'on peut avoir plusieurs dangers par entité fonctionnelle, forcément, et plusieurs événements dangereux qui sont liés à chaque entité fonctionnelle. Ensuite, on caractérise le risque en travaillant sur la gravité et la fréquence. Et ensuite, on fait une première évaluation du risque en l'absence de mesures. On identifie les mesures existantes. Une deuxième évaluation du risque en tenant compte des mesures existantes. Donc là, on est en phase 3. On fait les propositions des mesures de maîtrise des risques complémentaires. On évalue de façon prévisionnelle le risque et on organise, on va prioriser ces mesures et on va décrire l'organisation pour les mettre en œuvre. Donc, on va préciser de quoi il s'agit, qui est-ce qui est responsable. Donc, il faut vraiment un responsable par mesure de maîtrise du risque. Il faut identifier un responsable au moins par mesure de maîtrise du risque. Et donc ensuite, on travaille sur le coût prévisionnel, le délai de réalisation, le niveau d'avancement de la réalisation des actions. Donc ça, à partir du moment où on arrive sur le niveau d'avancement de la réalisation des actions, on est dans les outils de suivi et il va falloir définir un petit peu les moyens de suivi de cet avancement de réalisation. Donc, à quelle période on vérifie, avec quelle périodicité on vérifie l'avancement de la mise en place des mesures? Est-ce que c'est une périodicité semestrielle, annuelle? Comment on qualifie l'avancement? Est-ce qu'il y a des raisons aux éventuels retards? Donc, on va rajouter un espace dédié aux commentaires dans notre suivi des mesures de maîtrise des risques. Et on va essayer de tenir compte d'événements qui sont survenus pour adapter les mesures et adapter éventuellement l'identification des dangers si les événements survenus n'étaient pas encore listés. Donc là, en fait, l'étude va avoir pour objectif de préciser les mesures, préciser les outils de suivi, mais le suivi devra bien être mis en œuvre également par la PRPDE et éventuellement amélioré dans un processus continu par la PRPDE au-delà de l'étude. Donc on revient un petit peu sur cette notion d'indicateurs qui permettent d'évaluer l'efficacité des mesures. Donc comme en proposition d'indicateurs, on peut déjà avoir un suivi statistique de la fréquence d'apparition des dangers. On peut travailler aussi sur des indicateurs de satisfaction des consommateurs, donc avec des enquêtes de satisfaction au niveau des consommateurs, mais qui vont être focalisées sur la question qualitative et sur la qualité de l'eau. Donc, dans le cadre de l'étude, il y a c'est ce qu'on a évoqué tout de suite là. Hein, on a la nécessité de on attendra du prestataire qu'il fasse une proposition d'organisation pour réviser le plan d'action. Alors, dans un processus continu, mais également en cas d'apparition d'événements ou de crises, pour tenir compte et intégrer le retour d'expérience de ces crises dans l'outil de gestion de la sécurité sanitaire et en fait capitaliser ce retour d'expérience. Donc là, la dernière partie, c'est l'articulation entre le PGSSE et les procédures de gestion de crise. Donc, on va chercher à identifier les outils de surveillance et
qui permettent de faire état d'une situation de crise. Et on va faire la liste de ces outils de surveillance et définir éventuellement les liens qui peuvent exister entre l'approche un peu préventive du PGSSE et l'approche curative de la gestion de crise. Alors les livrables sur cette troisième phase, donc on est sur un rapport qui devra contenir à minima donc une analyse des mesures de maîtrise des risques, donc de l'existant et des mesures des risques proposées, une description des moyens et de l'organisation à mettre en œuvre pour chacune de ces mesures de maîtrise des risques et de façon globale sur le service, une description des indicateurs de suivi et une formalisation du plan d'action, donc la définition du plan d'action dans un calendrier de façon très opérationnelle, qui fait quoi, à quel moment et quelles sont les périodes de révision de ce plan d'action. Donc on a maintenant la possibilité d'échanger sur cette troisième session. Donc on a une première question sur l'existence d'outils de suivi. Donc aujourd'hui, la démarche, on va dire, au niveau Nouvelle-Aquitaine ou au niveau national est relativement récente. Donc j'aurais tendance à avoir la même réponse que tout à l'heure sur la question sur la question des références et de l'harmonisation des grilles de notation. On n'a pas d'outils de suivi qui sont vraiment complètement structurés. En revanche, l'idée c'est bien d'attacher l'outil de suivi aux risques qui ont été identifiés et de prévoir à minima une périodicité qui permet d'évaluer en quoi les mesures ont permis effectivement de réduire ces risques. Alors, deuxième question, est-ce que le suivi peut s'inscrire dans un système de management sécurité environnement déjà existant ou doit-il faire l'objet d'un suivi à part entière? Alors, j'aurais tendance à répondre, ça dépend par qui il est fait. Comme on l'a vu au début de ce séminaire, en fait, la démarche de PGSSE, c'est une démarche qui est mise en place par l'autorité organisatrice. Donc, c'est une démarche qui est mise en place par la collectivité qui est responsable de la distribution d'eau. Et dans ce sens-là, il faut en fait qu'elle gère, donc que le suivi et la mise en place des démarches soient maîtrisés en quelque sorte par la PRPDE, même si l'exploitant va jouer un rôle important dans la mise en œuvre de ces mesures de sécurité. Mais le suivi, il faut que la PRPDE garde la main et la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des informations. Pas d'autres questions sur les mesures de réduction des risques, sur les plans d'action, sur la priorisation des actions éventuellement. Je vais vous donner une minute de plus.
on va passer au QCM et à la suite du QCM, il y aura une page de dialogue qui va s'ouvrir, notamment pour faire la proposition de sujets que vous voudriez voir traités dans le cadre de ces webinaires et portant sur le PGSSE. Ça nous permettra de cibler et de cadrer un petit peu plus par rapport aux attentes. Comme aujourd'hui on est quand même assez nombreux, ça permet d'avoir une idée pour les. Enfin, bien qu'on ait déjà quelques propositions, mais d'affiner un petit peu notre stratégie par rapport à ça. Donc sur la première question, qu'est-ce qu'une mesure de maîtrise des risques? Donc par exemple, une procédure d'inspection d'ouvrage constitue en effet une mesure de maîtrise de risque. En revanche, l'évaluation de la gravité d'un danger, en fait, on va se situer en amont de l'identification des mesures de maîtrise des risques. On est dans la caractérisation du risque. Alors, couper l'eau en cas de contamination, on est sur une démarche qui est curative et qu'on peut ne pas considérer comme une mesure de maîtrise des risques. Là, il y a plus de débats. Et mettre en place un approvisionnement de secours, bien sûr, on est sur, en effet, une mesure de maîtrise des risques. Alors, le deuxième jeu de questions, c'est le rôle du prestataire en charge d'une étude PGSSE consiste à établir l'inventaire des éléments dangereux, des événements dangereux. En effet, donc oui. À proposer un ensemble de mesures de maîtrise des risques, oui, également. À mettre en place les mesures de gestion des risques, en fait, il va les définir, il va faire des propositions d'organisation, mais la mise en place restera à réaliser par la PRPDE et et éventuellement par l'exploitant. Donc, à décrire des outils de suivi et d'avancement, oui également, de suivi et d'avancement des mesures de gestion des risques. Il décrit les outils, mais par contre, le suivi doit bien être réalisé par la PRPDE et c'est pas au prestataire de réaliser le suivi. Donc, il y a on a un petit peu la même approche entre la définition des mesures de maîtrise des risques. Donc, c'est bien au prestataire dans le cadre d'un échange avec l'autorité organisatrice et l'exploitant à définir ces mesures de maîtrise des risques, à définir les moyens qui vont être à mettre en place, etc. Mais par contre, c'est pas à lui de mettre en place des mesures. Et de la même façon, pour les outils de suivi, il participe et il a un rôle important dans la définition des outils de suivi, mais ensuite, leur mise en œuvre est bien à réaliser par l'autorité organisatrice et l'expert. Voilà pour les commentaires sur ces questions.